Procès de Louise Michel, audience du 16 décembre 1871. Compte rendu de la Gazette des tribunaux, 6e Conseil de guerre, séante à Versailles, présidence de M. Delaporte, colonel du 12e chasseurs à cheval. La commune n'avait pas assez pour se défendre des hommes dévoués qui composaient la garde nationale. Elle avait institué des compagnies d'enfants sous le nom de « pupilles de la commune ». Elle voulut organiser un bataillon d'Amazones et, si ce corps ne fut pas constitué, on put voir cependant des femmes portant un costume militaire, plus ou moins fantaisiste, et la carabine sur l'épaule, précédant les bataillons qui se rendaient au rempart. Parmi celles qui paraissent avoir exercé une influence considérable dans certains quartiers, on remarquait Louise Michel, ex-institutrice aux Batignolles, qui ne cessa de montrer un dévouement sans borne au gouvernement insurrectionnel. Louise Michel a 36 ans, petite, brune, le front très développé, puis fuyant brusquement, le nez et le bas du visage très proéminents. Ses traits révèlent une extrême dureté. Elle est entièrement vêtue de noir. Son exaltation est la même qu'au premier jour de sa captivité, et quand on l'amène devant le conseil, relevant brusquement son voile, elle regarde fixement ses juges. Monsieur le capitaine Dailly occupe le siège du ministère public. Maître Haussmann, nommé d'office, assiste l'accusé, qui cependant a déclaré refuser le concours de tout avocat. Monsieur le greffier Duplan donne lecture du rapport suivant. C'est en 1870, à l'occasion de la mort de Victor Noir, que Louise Michel commença à afficher ses idées révolutionnaires. Institutrice, obscure, presque sans élèves, il ne nous a pas été possible de savoir quelles étaient alors ses relations et la part à lui attribuer dans les événements précurseurs du monstrueux attentat qui a épouvanté notre malheureux pays. Il est inutile, sans doute, de retracer en entier les incidents du 18 mars. Et comme point de départ de l'accusation, nous nous bornerons à préciser la part prise par Louise Michel dans le drame sanglant dont les buttes Montmartre et la rue des Rosiers furent le théâtre. La complice de l'arrestation des infortunés généraux Lecomte et Clément Thomas craint de voir les deux victimes lui échapper. « Ne les lâchez pas !» crie-t-elle de toutes ses forces aux misérables qui les entourent. Et plus tard, lorsque le meurtre est accompli, en présence, pour ainsi dire, des cadavres mutilés, elle témoigne toute sa joie pour le sang versé et ose proclamer que c'est bien fait. Puis, radieuse et satisfaite de la bonne journée, elle se rend à Belleville et à la Villette pour s'assurer que ces quartiers sont restés armés. Le 19, elle rentre chez elle, après avoir pris la précaution de se dépouiller de l'uniforme fédéré qui peut la compromettre, mais elle éprouve le besoin de causer un peu des événements avec sa concierge. « Ah !» s'écrie-t-elle, « si Clémenceau était arrivé quelques instants plus tôt rue des Rosiers, on n'aurait pas fusillé les généraux, parce qu'ils s'y seraient opposés, étant du côté des Versaillais. » Enfin, l'heure de l'avènement du peuple a sonné. Paris, au pouvoir de l'étranger et des vauriens accourus de tous les coins du monde, proclame la Commune. Secrétaire de la société dite de moralisation des ouvrières par le travail, Louise Michel organise le fameux comité central de l'Union des femmes, ainsi que les comités de vigilance chargés de recruter les ambulanciers et, au moment suprême, des travailleuses pour les barricades, peut-être même des incendiaires. Une copie de manifeste trouvée à la mairie du 10e arrondissement indique le rôle joué par elle dans les 10 comités au dernier jour de la lutte. Nous reproduisons textuellement cet écrit. Au nom de la révolution sociale que nous acclamons, au nom de la revendication des droits du travail, de l'égalité et de la justice,
l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés protestent de toutes ses forces contre l'indigne proclamation aux citoyennes, affichée avant-hier et émanant d'un groupe de réactionnaires. La dite proclamation porte que les femmes de Paris en appellent à la générosité de Versailles et demandent la paix à tout prix. Non, ce n'est pas la paix, mais bien la guerre à outrance que les travailleuses de Paris viennent réclamer. Aujourd'hui, une conciliation serait une trahison. Ce serait renier toutes les aspirations ouvrières acclamant la rénovation sociale absolue, l'anéantissement de tous les rapports juridiques et sociaux existant actuellement, la suppression de tous les privilèges, de toutes les exploitations, la substitution du règne du travail à celui du capital, en un mot, l'affranchissement du travailleur par lui-même. 6 mois de souffrance et de trahison pendant le siège, 6 semaines de lutte gigantesque contre les exploiteurs coalisés, les flots de sang versés pour la cause de la liberté sont nos titres de gloire et de vengeance. La lutte actuelle ne peut avoir pour issue que le triomphe de la cause populaire. Paris ne reculera pas, car il porte le drapeau de l'avenir. L'heure suprême a sonné, place aux travailleurs, arrière leurs bourreaux, des actes, de l'énergie. L'arbre de la liberté croît, arrosé par le sang de ses ennemis. Toutes unies et résolues, grandies et éclairées par les souffrances que les crises sociales entraînent à leur suite, profondément convaincues que la Commune, représentant les principes internationaux et révolutionnaires des peuples, porte en elle les germes de la révolution sociale, les femmes de Paris prouveront à la France et au monde qu'elles aussi sauront, au moment du danger suprême, aux barricades, sur les remparts de Paris, si la réaction forçait les portes, donner, comme leurs frères, leur sang et leur vie pour la défense et le triomphe de la Commune, c'est-à-dire du peuple. Alors victorieux, à même de s'unir et de s'entendre sur leurs intérêts communs, travailleurs et travailleuses, tous solidaires par un dernier effort. Cette dernière phrase est restée inachevée. Vive la République universelle, vive la Commune. Cumulant tous les emplois, elle dirigeait une école, rue Oudot, 24. Là, du haut de sa chaire, elle professait, à ses rares loisirs, les doctrines de la libre pensée et faisait chanter à ses jeunes élèves les poésies tombées de sa plume, entre autres la chanson intitulée « Les Vengeurs ». Présidente du Club de la Révolution, tenue à l'église Saint-Bernard, Louise Michel est responsable du vote rendu dans la séance du 18 mai, 21 Floréal en 79, et ayant pour but la suppression de la magistrature, l'anéantissement des codes, leur remplacement par une commission de justice, la suppression des cultes, l'arrestation immédiate des prêtres, la vente de leurs biens et de ceux des fuyards et des traîtres qui ont soutenu les misérables de Versailles, l'exécution d'un otage sérieux toutes les 24 heures, jusqu'à la mise en liberté et l'arrivée à Paris du citoyen Blanqui, nommé membre de la Commune. Ce n'était point assez, cependant, pour cette âme ardente, comme veut bien la qualifier l'auteur d'une notice fantaisiste qui figure au dossier, de soulever la populace, d'applaudir à l'assassinat, de corrompre l'enfance, de prêcher une lutte fratricide, de pousser en un mot à tous les crimes. Il fallait encore donner l'exemple et payer de sa personne. Aussi la trouvons-nous à Issy, à Clamart et à Montmartre, combattant au premier rang, faisant le coup de feu ou ralliant les fuyards. Le cri du peuple l'atteste ainsi dans son numéro du 14 avril. La citoyenne Louise Michel, qui a combattu si vaillamment aux Moulineaux, a été blessée au fort d'Issy. Très heureusement pour elle, nous nous empressons de le reconnaître, l'héroïne de Jules Vallès était sortie de cette brillante affaire avec une simple entorse.
Quel est le mobile qui a poussé Louise Michel dans la voie fatale de la politique et de la Révolution? C'est évidemment l'orgueil. Fille illégitime, élevée par charité, au lieu de remercier la Providence qui lui avait donné une instruction supérieure et les moyens de vivre heureuse avec sa mère, elle se laisse aller à son imagination exaltée, à son caractère irascible et, après avoir rompu avec ses bienfaiteurs, va courir l'aventure à Paris. Le vent de la Révolution commence à souffler, Victor Noir vient de mourir. C'est le moment d'entrer en scène. Mais le rôle de comparse répugne à Louise Michel. Son nom doit frapper l'attention publique et figurer en première ligne dans les proclamations et les réclames trompeuses. Il ne nous reste plus qu'à donner la qualification légale aux actes commis par cette énergumène depuis le commencement de la crise épouvantable que la France vient de traverser, jusqu'à la fin du combat impie auquel elle prit part au milieu des tombes du cimetière Montmartre. Elle a assisté avec connaissance les auteurs de l'arrestation des généraux Lecomte et Clément Thomas dans les faits qui l'ont consommé, et cette arrestation a été suivie de tortures corporelles et de la mort de ces deux infortunés. Intimement liée avec les membres de la Commune, elle connaissait d'avance tous leurs plans. Elle les a aidés de toutes ses forces, de toute sa volonté. Bien plus, elle les a assistés et souvent elle les a dépassés. Elle leur a offert de se rendre à Versailles et d'assassiner le président de la République, afin de terrifier l'Assemblée et, selon elle, de faire cesser la lutte. Elle est aussi coupable que Ferré le fier républicain, qu'elle défend d'une façon si étrange, et dont la tête, pour nous servir de son expression, est un défi jeté aux consciences et la réponse une révolution. Elle a excité les passions de la foule, prêché la guerre sans merci ni trêve, et, louve avide de sang, elle a provoqué la mort des otages par ses machinations infernales. En conséquence, notre avis est qu'il y a lieu de mettre Louise Michel en jugement pour, premièrement, attentat ayant pour but de changer le gouvernement. Deuxièmement, attentat ayant pour but d'exciter la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres. Troisièmement, pour avoir, dans un mouvement insurrectionnel, porté des armes apparentes et un uniforme militaire et fait usage de ces armes. Quatrièmement, faux en écriture privée par supposition de personne. Cinquièmement, usage d'une pièce fausse. Sixièmement, complicité par provocation et machination d'assassinat des personnes retenues soi-disant comme otages par la Commune. Septièmement, complicité d'arrestations illégales suivies de tortures corporelles et de mort, en assistant avec connaissance les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont consommé. Crime prévu par les articles 87, 91, 150, 151, 59, 60, 302, 341, 344 du Code pénal et 5 de la loi du 24 mai 1834.